tous, aujourd'hui encore je vous emmène dans une destination inédite. Un pays qui était en fait le plus grand pays d'Europe au XIVe siècle avec plus de 800 000 km². 800 000 km², c'est plus grand que le territoire de la France actuelle. Et je ne parlerai pas de la Russie puisque ce même pays fut indépendant en 1990 de l'URSS. Un pays qui était le dernier pays païen d'Europe et qui continue d'utiliser l'une des plus vieilles langues indo-européennes. Et je ne parlerai pas de la Lettonie puisque nous venons de faire une vidéo à ce sujet. Un pays enfin pour qui le basketball est une véritable religion. Et je ne vous parlerai pas des États-Unis. Eh bien, ce pays, c'est la Lituanie. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Lituanie est un pays d'Europe du Nord-Est, de 65 286 km², de la taille de la Lettonie. Avec cette dernière et l'Estonie, elle constitue les trois pays baltes. Elle a pour voisins au nord la Lettonie, à l'est la Biélorussie, au sud la Pologne et au sud-ouest la Russie, via l'enclave de Kaliningrad, et à l'ouest une frontière maritime courte mais existante avec la Suède. Concernant le pays, la première capitale du Grand-Duché était à Kernavė. Et à Kernavė, vous aviez une petite rivière qu'on appelait la Lietava. Et Lietava signifie dans les langues indo-européennes, effectivement, le ruissellement ou encore le verbe écouler. Donc tout simplement, la Lituanie, c'est le pays des rivières ou le pays du ruissellement. Alors regardons plus en détail le relief de ce pays. Le relief de la Lituanie est plutôt plat. D'ailleurs, la Lituanie fait partie des pays les plus plats au monde avec une altitude moyenne de 110 mètres. Ceci s'explique logiquement par le fait que la Lituanie, au même titre que les autres États baltes ou la Russie, font partie de la plaine d'Europe orientale que nous avons déjà mentionné. Son point culminant est le Aukštojas, à 294 mètres, situé près de la frontière biélorusse, appartenant au plateau de Medininkai, situé au nord-ouest du plateau de Biélorussie. Ensuite, nous avons les collines de la Baltique, ou les Hautes Terres baltes, une chaîne de collines de 200 km qui longe les trois pays baltes. Puis, au centre, vous avez les basses terres lituaniennes, qui est une grande plaine fertile traversée par de nombreux fleuves. Au nord-ouest, nous pouvons citer les collines de Samojiti, des collines modérées dont la moyenne est à 200 mètres avec des paysages modérés. Enfin, les basses terres de la mer Baltique, une région côtière plate de la mer Baltique, est constituée de l'isthme de Courland. Celle-ci est une flèche littorale sablonneuse qui sépare d'une part la mer Baltique, dont la Lituanie compte quand même 90 km de côte, et d'autre part la lagune de Courland. Alors, pour rappel, une lagune est comme un lac, sauf qu'il est relié à la mer. Et la différence entre une lagune et une baie, eh bien la baie est beaucoup plus ouverte à la mer. Alors justement, parlons de cette lagune où se jettent un certain nombre de fleuves, à commencer par le Niémen. Le Niémen est long de 937 km, soit à peu près la longueur de la Loire. La moitié se situe en Lituanie, mais il prend sa source en Biélorussie. Elle traverse les villes de Druskininkai et de Kaunas et forme la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. C'est sur ce fleuve qu'en 1807, sur un radeau flottant, que Napoléon et le tsar Alexandre Ier signèrent le traité de Tilsit. Puis nous devons citer les affluents du Niémen, à commencer par le Neris. Le Neris, c'est le deuxième plus grand fleuve, long de 510 km, dont la moitié se trouve en Lituanie. Il traverse la capitale Vilnius et se jette dans le Niémen à Kaunas. Il est alimenté par un autre fleuve, le Sventoji. Puis nous devons mentionner le Nevėžis. Le Nevėžis se jette pas très loin de Kaunas et le Čechupė, un autre affluent long de 298 km qui se jette aussi dans le Niémen près de la ville de Sakiai. On peut aussi citer la Venta qui prend sa source dans les collines de Samojiti avant de se jeter en Lettonie. À noter enfin que le climat est continental. La population totale de la Lituanie est de 2,8 millions d'habitants, mais en 1990, il était de 3,7 millions d'habitants. Autrement dit, la Lituanie a perdu près de 20% de sa population.
Et même depuis les années 1990, la Lituanie est le troisième pays au monde, après la Bulgarie et la Lettonie, à avoir vu sa population baisser aussi drastiquement alors que le pays n'est pas en guerre. Les 2 tiers des Lituaniens vivent en ville contre 1 tiers dans les campagnes. Alors intéressons-nous plus en détail aux villes, à commencer par la ville de Vilnius. Vilnius est la capitale et la plus grande ville de Lituanie et la deuxième des pays baltes. Historiquement, la ville fut la capitale du Grand-Duché de Lituanie entre 1323 et 1795. Elle prospéra durant toute cette période avec la création notamment de l'université de Vilnius en 1579. Elle connaissait une population cosmopolite avec des communautés juives, orthodoxes et allemandes. Puis la ville passa sous la domination russe, sous le gouvernorat de Vilnius. Et après la Première Guerre mondiale, la ville fut occupée par la Pologne jusqu'à l'annexion par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1991, l'URSS envoya des troupes pour réprimer la déclaration d'indépendance de la Lituanie. Et en 2009, Vilnius fut choisi comme capitale européenne de la culture. Son PIB par habitant est de 110% par rapport à la moyenne de l'Union européenne et produit 42% du PIB national avec de grands groupes nationaux et en étant un centre important de la fintech, la technologie financière. Enfin, la ville est classée au patrimoine de l'UNESCO par son style architectural reconnu sous le nom de baroque vilnien. Puis nous devons mentionner Kaunas. Kaunas est tout simplement la deuxième ville de Lituanie et la quatrième plus grande ville des États baltes. Elle est un centre important de la vie économique, universitaire et culturelle lituanienne. Historiquement construite à partir du château de Kaunas pour défendre les habitants contre les attaques de l'ordre teutonique, elle devint membre de la Ligue hanséatique en 1441 et une ville importante de Lituanie. Sous la domination russe, elle fut désignée comme la capitale du gouvernorat de Kaunas. Pendant l'entre-deux-guerres, étant donné que Vilnius était sous domination polonaise, eh bien c'est Kaunas qui servit de capitale pour la Lituanie. Elle connut un développement architectural avec la construction de bâtiments de style art déco. Elle fut même choisie comme capitale culturelle européenne en 2022. Sa ville est aussi connue pour son équipe de basket, les Žalgiris. Et enfin, nous devons mentionner Klaipėda, qui est la troisième ville de Lituanie. C'est le plus grand port maritime du pays et le plus fréquenté des 3 États baltes. En effet, la ville est située à l'embouchure de la lagune de Courland où un château de l'ordre teutonique fut construit. D'abord sous l'ordre teutonique, elle passa sous la domination du duché de Prusse, où elle demeurait la plus grande ville septentrionale allemande pendant 700 ans, connue sous le nom de Memel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des habitants de Memel étaient allemands, mais les campagnes étaient majoritairement lituaniennes. La ville devait être une ville libre comme Danzig, mais eut lieu la révolte de Klaipėda qui rattacha la ville à la Lituanie en 1923, reconnue ensuite par la Société des Nations. Les nazis annexèrent la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1945, l'armée rouge reprit la ville pour le compte de la Lituanie. Mais seulement 50 habitants restaient. Elle fut repeuplée de Russes, mais aussi de Lituaniens, qui représentent aujourd'hui près de 80% de la population actuelle. On peut également citer Šiauliai ou Panevėžys. Concernant le découpage administratif, la Lituanie est divisée en 10 apskritis que nous pouvons décomposer en 4 grands ensembles, à commencer par l'apskritis de Vilnius. Il s'agit de la région de Lituanie la plus peuplée, avec 1/3 de la population du pays, mais aussi de la plus grande subdivision de la Lituanie. En dehors de Vilnius, la ville la plus riche et la plus dynamique économiquement, il s'agit d'un territoire fortement urbanisé et une région historiquement plus tournée vers la Pologne et l'Europe centrale, avec 1/4 de Polonais. Son économie est tournée vers le secteur tertiaire et son PIB par habitant est le plus élevé de Lituanie. Puis vous avez un centre industriel et agricole autour de l'apskritis de Kaunas. L'industrie est concentrée donc autour de Kaunas, le deuxième pôle économique et industriel du pays, avec une forte tradition industrielle, notamment dans l'automobile, la chimie et le textile. Et celui de Marijampolė, une autre région plus agricole, car une région fertile, avec une forte identité régionale de la Suvalkija, une des 5 régions de Lituanie. Enfin, vous avez l'apskritis d'Alytus, une région plus forestière basée sur la scierie, le papier, avec une forte influence
d'influence polonaise. Puis vous avez une troisième région qui concerne plutôt la façade maritime de Klaipėda, mais également de Telšia ou Tauragė. Alors Klaipėda est bien sûr le seul territoire lituanien donnant accès à la Baltique. Il se divise lui-même en trois ensembles. D'une part, la flèche de Courland autour de Neringa, avec du tourisme de haut de gamme, le delta du Niémen tourné autour de la pêche et l'agriculture, et à l'intérieur des terres plus agricoles avec un patrimoine prussien. Puis Telšia, c'est la région de la Samogiti, avec une forte identité culturelle autour de la langue samogitienne. La région est peu densément peuplée et essaye de développer le tourisme vert. Et enfin, l'Apskritis Tauragė, qui est une zone beaucoup plus rurale, ne comprenant pas de grands centres urbains importants. C'est plutôt une zone de transition économique reliée au reste de l'ouest lituanien. On y produit des meubles en bois et l'agriculture demeure le pilier économique. Et enfin, le nord-est rural et forestier autour de l'Apskritis de Šiauliai. Un ancien grand centre industriel avec une économie plutôt fragilisée après la chute du mur de Berlin qui tente de se reconvertir vers la logistique, située justement au carrefour entre Riga et Vilnius. Puis l'Apskritis de Panevėžys, qui, comme sa région voisine, est une région industrielle moyenne marquée par la désindustrialisation. Située entre Riga et Vilnius, elle essaye aussi de se reconvertir, mais avec plus de succès, notamment dans les petites et moyennes entreprises modernes. Puis l'Apskritis d'Utenas, qui est une région très forestière connue pour ses lacs, c'est la région de Aukštaitija. Son économie est tournée autour de l'écotourisme et du tourisme rural, avec de petites industries agroalimentaires locales comme la pêche artisanale ou le fromage. Il s'agit des régions rurales avec une industrie en reconversion et une forte émigration. Concernant le tourisme, en dehors des villes que nous avons déjà mentionnées, on peut quand même toutefois citer Vilnius avec sa vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'une des plus grandes et des mieux préservées d'Europe de l'Est. Sa cathédrale et sa tour de Gediminas sont les symboles de la ville, parfaits pour découvrir l'histoire médiévale. On compte également la République d'Ūzupis, un quartier artistique autoproclamé indépendant, très créatif et un peu bohème. Puis le château de Trakai, un magnifique château du XIVe siècle, posé sur une île au milieu du lac Galvė, c'est une image de carte postale incontournable. La colline des Croix de Šiauliai, un site spirituel unique où des centaines de milliers de croix ont été plantées par des pèlerins depuis le 19e siècle. Le site baigne dans une atmosphère mystique et très puissant. Puis l'isthme de Courland, classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est une étroite bande de terre entre la lagune de Courland et la mer Baltique, comprenant les dunes de Nida, de gigantesques dunes de sable, mais aussi la forêt ensorcelée de Jõgranti, qui est un sentier de sculpture en bois, et les villages de pêcheurs typiques. Puis nous devons mentionner le parc national de Aukštaitija, qui est la région des lacs, de collines et de forêts, idéale pour les randonnées, les balades en kayak ou les séjours en nature composés de villages anciens avec des maisons traditionnelles en bois. Il faut mentionner la ville de Kernavė, cette ancienne capitale médiévale de la Lituanie, avec son site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO, avec des collines fortifiées et des vestiges de villages préhistoriques. Et enfin le monastère de Pažaislis, un chef-d'œuvre du baroque considéré comme l'un des plus beaux ensembles religieux de la région. Alors, concernant les langues, eh bien, la langue officielle de la Lituanie est le lituanien. Il s'agit d'une langue indo-européenne et tout particulièrement d'une langue balte. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la vidéo sur la Lettonie, il ne reste plus que deux langues baltes vivantes, donc le lituanien et le letton. Concernant le lituanien, il y existe deux variétés. À l'ouest, vous avez le bas-lituanien ou le samogitien, qui est plutôt parlé dans la région de Klaipėda, et à l'est, vous avez le haut-lituanien, plutôt parlé à Vilnius, et qui est à l'origine de la langue standard. Il faut également noter qu'il existe un certain nombre de minorités, puisque 6% des habitants de Lituanie sont polonais et résident essentiellement dans le sud-est, et 5% de Russes. Le nombre ethnique de Lituaniens a lui augmenté depuis la chute du mur de Berlin. En fait, nous sommes dans une situation différente des voisins, comme on l'a vu en Estonie ou en Lettonie, où la minorité russe est beaucoup plus importante. Eh bien, justement, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire qui va nous donner des éléments. Les premières tribus baltes d'origine proto-indo-européenne seraient arrivées dans la région vers moins de 1500 avant Jésus-Christ, depuis le bassin de la Vistule et du Dniepr. Mais l'agriculture apparaît tardivement, vers moins 1000 à moins 800 avant notre ère. De moins 1000 à moins 600,
Ce sont les Baltes actuels qui vont s'installer sur le territoire actuel de la Lituanie. Ils forment les tribus suivantes comme les Samogitiens, les Soudoviens, les Aukštaitiens et les Scalviens. Les tribus baltes ne vont pas être directement influencées par l'Empire romain, mais ils vont quand même entretenir un certain nombre de relations commerciales, notamment via la route de l'Ambre. Et puis, une fois après la chute de l'Empire romain, eh bien, ils vont continuer à maintenir des relations commerciales, soit avec les Scandinaves, soit avec les peuples germaniques, ou encore avec les Slaves. Ces tribus baltes continuèrent de se développer de manière autonome, restèrent païens, puis commencèrent progressivement à se regrouper et à s'organiser militairement. Parce que, comme nous l'avons vu dans les vidéos sur l'Estonie et la Lettonie, avec l'appel des papes tels que Célestin III et Innocent III, l'Occident chrétien va commencer à mener un certain nombre de croisades, les fameuses croisades nordiques ou baltes. Mais ces croisades vont arriver beaucoup plus tard en Lituanie. Alors pourquoi? Alors si vous voulez, avant 1230, les Lituaniens sont moins directement menacés car ils sont beaucoup plus éloignés de Riga et de la côte. À partir de 1236, comme nous l'avons vu dans les vidéos sur l'Estonie et la Lettonie, les porte-glaives sont défaits par les Samogitiens, donc des Lituaniens à la bataille de Saule. Ceci a eu deux conséquences. Les porte-glaives, comme nous l'avons vu, fusionnèrent avec l'ordre teutonique pour devenir l'ordre livonien. Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'à partir de 1237, les attaques vont se concentrer sur la Lituanie. Alors, comment les Lituaniens vont résister victorieusement à ces croisades, à la différence de l'Estonie et de Lettonie qui, eux, n'ont pas réussi? Eh bien, cela s'explique par différents facteurs, à commencer par la géographie. En effet, la Lituanie est beaucoup plus intérieure, donc moins exposée directement aux invasions par la mer. Elle est aussi protégée par des forêts, des marécages et des rivières, souvent difficiles à franchir pour les armées ennemies. Ce terrain offrait des conditions idéales pour la guérilla, ce que les tribus locales vont exploiter, notamment face aux chevaliers de l'ordre teutonique lourdement armés. Et puis au-delà de la guérilla, les Lituaniens vont eux aussi réussir à s'adapter et adapter leur armement, en prenant notamment exemple sur le modèle de ses ennemis allemands, en incorporant ainsi la cavalerie lourde ou en édifiant des fortifications. Enfin, ils formèrent une fédération libre au début du Moyen-Âge qui devint le Grand-Duché de Lituanie en 1239 sous le règne de Mindaugas. Alors justement, intéressons-nous à ce roi. Alors Mindaugas devient le premier roi de Lituanie grâce à une politique d'alliance et de conquête. En 1253, il est couronné après s'être converti au christianisme afin de couper l'herbe sous le pied pour obtenir le soutien du pape et de l'ordre teutonique. Mais sa conversion est perçue comme opportuniste et n'entraîne pas une christianisation massive de son peuple. Il est assassiné même par son neveu et d'autres nobles païens. Il n'en demeure pas moins que Mindaugas est bien le fondateur de l'État lituanien. Au même moment, il faut noter un contexte géopolitique qui va être favorable à la Lituanie. En effet, au XIIIe siècle, comme nous l'avons mentionné dans d'autres vidéos, eh bien, c'est le siècle des raids mongols qui massacrèrent, qui dévastèrent des villes entières d'Europe orientale. Eh bien, la Lituanie, qui est en pleine ascension, va en profiter puisque ses adversaires sont affaiblis. Il s'agit d'un véritable choc économique et démographique dont va profiter le roi lituanien Traidenis entre 1269 et 1282. Mais Traidenis n'est pas un parent direct du roi Mindaugas. Mais son règne est le plus important depuis celui-ci, car Traidenis va réunifier toutes les terres lituaniennes, stabiliser le pouvoir pendant la période des troupes. Cependant, après son règne, les chevaliers allemands ont fini leur conquête des tribus baltes, soit sur la Prusse, soit en Estonie ou en Lettonie. Et donc, ils veulent se concentrer pour relier les deux branches, l'ordre teutonique en Prusse et l'Estonie et la Lituanie à l'est, ce qui redoubla le nombre d'attaques sur la Lituanie. Et en 1285, en Lituanie, s'installa une nouvelle dynastie, les Guédiminides, avec l'un de ses premiers rois, Vutenis, qui passa son temps à défendre la Lituanie des attaques de l'ordre
teutonique, car le royaume lituanien demeurait païen. Le grand-duc prépara toutefois la montée en puissance de la Lituanie, en stabilisant les frontières et en continuant l'extension vers l'est. En 1307, par exemple, la principauté de Polos demanda la protection. Cette politique d'extension continua sous le frère de Voutenis, Gediminas. Gediminas fut le plus grand bâtisseur politique de la Lituanie médiévale. Il transforma la Lituanie d'un état balte païen défensiste en un empire régional majeur vers l'est et le sud-est, incluant Vilnius qu'il fonda, ainsi que Minsk, Brest et Tourov. Toujours païen, il promit au pape et aux villes allemandes une possible conversion au catholicisme. Il pratiqua un multiculturalisme pragmatique car son empire était composé de Lituaniens païens, de Slaves orthodoxes, de marchands allemands catholiques. Enfin, il empêcha l'ordre teutonique de prendre le contrôle de la Lituanie et de connaître un sort similaire à l'Estonie ou à la Lettonie. Après ce long règne, la Lituanie va connaître son apogée au XIVe siècle, comme nous l'avons mentionné en introduction, avec plus de 800 000 km², notamment à travers les règnes d'Algirdas et de Kęstutis, qui sont en fait les deux fils de Gediminas, et ils vont régner ensemble au même moment. Algirdas mena, lui, les campagnes vers l'est, bâtit la Horde d'Or, que nous avons mentionné dans la Russie de la Volga ou la Russie du Nord-Ouest, à la bataille de la rivière Bleue en 1362 et prit Kiev. Le Dniepr forma la frontière méridionale du Grand-Duché, tandis que Kęstutis, lui, défendait la partie occidentale. Si vous voulez, à l'ouest, le roi Kęstutis était sur la défensive et son objectif était effectivement de contrer les attaques des croisés, tandis que son frère Agirdas, lui, a étendu le territoire du Grand-Duché sur les terres ruthènes, si bien que, à la fin, sur un territoire de 800 000 km², seulement 10% étaient en Lituanie actuelle. Le reste était en fait composé de terres ruthènes. Donc, le Grand-Duché de Lituanie était un État binational, lituanien et ruthène. Et d'ailleurs, il dépendait énormément des ressources, tant humaines que matérielles, ruthène. Et la ville de Vilnius, qui a été fondée comme capitale, eh bien, elle a été fondée aussi comme un centre majeur de la civilisation de la Rousse de Kiev. Après le glorieux règne d'Algirdas, son fils Jogaila va se convertir au catholicisme, qui était la condition pour épouser Edwige, la fille héritière du roi de Pologne, et ainsi obtenir également la couronne de Pologne. C'est ce qu'on appelle l'union de Crzewo entre la Pologne et la Lituanie, qui démarre dès 1385. Par sa conversion, il imposa ainsi le baptême officiel de la Lituanie. Il fonda aussi la dynastie des Jagellon, qui régna entre la Pologne et la Lituanie pendant 200 ans. Mais l'ordre teutonique continua ses attaques, doutant de la sincérité du baptême. Les forces lituaniennes et polonaises écrasèrent en retour l'ordre militaire à la bataille de Grunwald en 1410. Mais Vytautas, le fils de Kęstutis, va passer un accord avec son cousin Jogaila. Kęstutis va justement administrer la Lituanie, tandis que Jogaila va se concentrer sur la Pologne. Alors pourquoi? Parce que Vytautas subit une défaite désastreuse à la bataille de Worskla contre la Horde d'Or. Il s'allie donc avec son cousin à la bataille de Grunwald, qui brisa durablement la puissance militaire de l'ordre teutonique, qui menaçait, rappelons, la Lituanie depuis 200 ans. Il étendit la Lituanie jusqu'à la mer Noire et conquit même la ville russe de Smolensk. Il centralisa le pouvoir en remplaçant les nobles par des gouverneur choisi par lui. Vytautas est sans doute le plus grand souverain qu'ait connu la Lituanie. Malheureusement, il ne connut pas de successeur et c'est donc les descendants de Jogaila qui vont régner à sa place. À commencer par Ladislas III, lui succède et hérite aussi du royaume de Pologne. À sa mort, son frère Casimir IV Jagellon, qui est le deuxième fils de Jogaila, fut choisi par la noblesse lituanienne pensant pouvoir le manipuler. Il régna sur les deux royaumes de manière simultanée. Son long règne, entre 1440 et 1492, lui permit d'assurer une période de stabilité et de prospérité. Enfin, il réduisit considérablement la puissance de l'ordre teutonique, dont on n'entendra plus parler. Enfin, la puissance de l'ordre teutonique est réduite à néant.
On peut penser que la Lituanie et la Pologne vont pouvoir souffler, mais finalement, ce n'est pas sans compter la montée d'une autre puissance, notamment le Grand-Duché de Moscou que nous avons parlé, puisque, pour rappel, après l'annexion de Novgorod par Moscou en 1478, Moscou devient véritablement la plus grande puissance du nord-est de l'Europe et concurrence directement la Pologne-Lituanie. En conséquence, 5 guerres vont être menées. D'abord, comme on l'a vu dans la vidéo sur la Russie centrale, Moscou chercha à unifier toutes les terres russes sous sa domination. Ivan III mena les 2 premières guerres. Grâce à ses atouts, notamment une armée beaucoup plus professionnelle, un État beaucoup plus centralisé, sans oublier le soutien des populations locales ruthènes et orthodoxes comme les Russes, eh bien c'est Ivan III qui sortit vainqueur. Mais malgré le traité de paix signé en 1494, conclu par un mariage, Ivan III récidive profitant de l'instabilité politique. On arrive du coup à la deuxième guerre et notamment à la bataille de Vedrocha où Moscou défie la Lituanie et signe un traité de 1503 qui rattacha les villes de Tchernigov, Briansk et Novgorod-Seversky. Il eut même une quatrième guerre débouchant sur la prise de ville de Smolensk par Moscou, sans oublier la guerre de Livonie. Après ces défaites majeures, la Lituanie est obligée de se rapprocher de la Pologne si elle veut survivre. C'est l'union de Lublin de 1569. Elle transforma une union personnelle en une union politique réelle entre la Pologne et la Lituanie. Il devenait urgent après l'union de Crèveaux de transformer cette union personnelle en union politique parce que le dernier souverain, Sigismond II Auguste, n'avait pas d'héritier légitime. Avec l'union de Lublin, la Pologne-Lituanie devient un véritable État fédéral, avec des institutions communes, un peu comme si vous voulez l'Union européenne aujourd'hui. Le roi est élu, un parlement commun, le Sejm ou la Diète polonaise sont en charge de la législation et également une politique étrangère et une défense commune sont mises en place. Mais cette union n'a pas été faite facilement. Il existait des craintes des deux côtés. La noblesse lituanienne avait peur tout simplement de disparaître. On lui offrit du coup un statut équivalent à la noblesse polonaise. Tandis que la noblesse polonaise n'était pas prête à aider sans contrepartie. La Lituanie entra donc dans un nouvel âge, mais à quel prix? D'abord, il faut comprendre que la Lituanie va perdre un certain nombre de territoires au profit de la Pologne. Notamment, on peut parler des territoires de la Volhynie, de la Podlachie, de Břeclav et de Kiev qui passent directement sous la direction polonaise. Il s'agit aussi d'une perte d'autonomie politique. En effet, la noblesse polonaise gagne en influence. Et puis la langue lituanienne est marginalisée au profit du polonais et du latin. Seule une résistance culturelle discrète est menée dans les campagnes et chez les paysans qui servira à la renaissance nationale au XIXe siècle. Ensuite, la Lituanie va connaître l'histoire mouvementée de la Pologne, tant au XVIIe siècle, avec notamment le déluge que nous avons cité dans la vidéo sur la Suède, que au XVIIIe siècle avec la Grande Guerre du Nord. Quoi qu'il arrive, malheureusement, en 1792, la République des deux nations disparaît et la Lituanie va tomber sous la domination russe jusqu'en 1915. Cette domination va se traduire par une nouvelle division administrative en 3 gouvernorats. D'abord, vous avez le gouvernorat de Kauno, qui représente les 2/3 de la Lituanie actuelle, puis un deuxième autour de Suwałki, qui est moitié entre la Lituanie et l'autre en Pologne, tandis que le gouvernorat de Vilnius était à cheval entre la Lituanie et la Biélorussie, mais était ethniquement biélorusse à l'époque. Et puis pendant la période russe, le régime tsariste considérait le catholicisme, religion dominante en Lituanie, comme une menace politique. Les prêtres catholiques étaient surveillés, voire déportés. 2 révoltes importantes eurent lieu en 1830 et en 1863. La révolte de 1863 eut lieu parce que le régime tsariste voulait imposer l'écriture cyrillique au détriment de l'écriture latine. Les répressions politiques s'opérèrent lorsque le peuple lituanien demanda la restauration de l'indépendance. Une résistance culturelle s'organisa, notamment en Prusse, qui imprimait de nombreux livres et qui les passait en contrebande. Ces livres permirent justement une renaissance nationale autour d'intellectuels lituaniens comme Jonas Basanavičius. Ce mouvement national était beaucoup plus porté par une classe moyenne de paysans émancipés
que par les citadins lituaniens qui étaient beaucoup plus pollinisés, c'est-à-dire sous influence polonaise. Et puis en 1914, comme vous le savez, la Lituanie entra dans le camp russe pendant la Première Guerre mondiale et son territoire va être très vite occupé par les Allemands dès 1915 et concrétisé par la signature du traité de Brest-Litovsk en 1918. Mais cependant, avec l'armistice allemand, certes la même année mais un peu plus tard, eh bien la Lituanie va se retrouver indépendante. Mais comme ses voisins baltes, elle dut se battre contre les bolcheviks. Ces derniers furent repoussés par l'armée lituanienne, mais aussi par les forces polonaises dans le cadre de la guerre polono-soviétique. Par conséquent, la Lituanie fut sauvée par l'armée polonaise de manière indirecte, même si l'armée lituanienne a aussi contribué à son indépendance. Mais la capitale Vilnius sera occupée par les Polonais pendant 20 ans et sera une véritable pomme de discorde entre les deux États. La Lituanie, pendant l'entre-deux-guerres, adopta un régime parlementaire monocaméral, le Seimas. En 1923, elle organisa même l'expédition sur la région de Klaipėda, qui fut rattachée à la Lituanie. En fait, cette région était administrée depuis le traité de Versailles par les Français, mais ces derniers étant occupés dans la Ruhr, eh bien les Lituaniens vont en profiter pour le rattacher. Mais ce régime parlementaire était instable et en 1926, il y eut un coup d'État organisé par l'armée qui installa Antanas Smetona, qui resta au pouvoir jusqu'en 1940. L'entre-deux-guerres vit des changements notables dans la société lituanienne. Bien qu'elle demeura principalement agricole et rurale, la population augmenta et les Lituaniens sont devenus majoritaires dans les villes. L'éducation se développa, mais cette période d'or prit fin en 1939. Comme vous le savez, avec la signature du pacte germano-soviétique, la Lituanie est replacée dans la sphère d'influence russe. Puis après l'occupation nazie, les soviétiques réoccupèrent le pays en rétablissant Vilnius comme capitale et en rattachant la région de Klaipėda. Entre 1940 et 1954, la Lettonie va perdre près de 800 000 personnes, dont 5% furent déportés, notamment des intellectuels ou des prêtres catholiques, vers la Sibérie. Mais à la différence de l'Estonie ou de la Lettonie, la Lituanie ne va pas connaître une immigration soviétique massive. Enfin, en 1989, pour se rappeler du 50e anniversaire de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, les populations des trois États baltes se donnèrent la main le 23 août 1989 dans une chaîne humaine sur 600 km afin d'attirer l'attention du monde sur le sort de ces nations. C'est ce qu'on appelle la voie balte. Et c'est ainsi que le 11 mars 1990, la Lituanie, comme je l'indiquais en introduction, fut la première république à devenir indépendante de l'URSS. Et depuis 1990, la Lituanie développa un système multipartite, notamment autour des sociodémocrates qui ont remporté les élections en 2024. Ils sont souvent en coalition pour gouverner avec d'autres partis, notamment l'Union des démocrates ou l'Union des paysans et des Verts. Et dans l'opposition, on retrouve souvent des partis de centre-droite ou de droite comme les chrétiens démocrates. Enfin, à noter que l'Aube de Neumann est un parti populiste de droite fondé en 2023 qui récolte de plus en plus de voix. La Lituanie est membre de l'OMC depuis 2001, mais également de l'Union européenne depuis 2004, mais également aussi de l'espace Schengen et fait partie de la zone euro. Alors comme ses consoeurs baltes, l'économie lituanienne va connaître une rupture brutale, passant d'une économie planifiée à une économie de marché, qui va ensuite se stabiliser après 1995, suivi d'une phase de stabilisation entre 1995 et 1999, avec une croissance moyenne de 7%, marquée par la privatisation, les réformes sociales, la transformation numérique et l'adhésion à l'Union européenne. Ensuite, la crise financière frappa durement l'économie, puisque le PIB a chuté près de 15%, suivi d'une reprise entre 2010 et 2015, avec l'entrée dans la zone euro, avec une croissance moyenne encore de 4,7. Depuis la Covid, la croissance économique de la Lituanie est plutôt faible. Le PIB de la Lituanie entre 2000 et 2025 est passé de 11 milliards à 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Estonie et de la Lettonie réunis. Concernant le PNB par habitant, lui, il est passé de 3 000 $ à 27 000 $ par habitant.
À noter enfin que la monnaie est l'euro. Concernant sa répartition économique, on voit bien que le secteur primaire, avec 3%, est concentré sur l'agriculture grâce à ses terres fertiles et la sylviculture, notamment ses forêts, sans oublier la pêche en mer Baltique. Le secteur secondaire concerne 27% du PIB, notamment avec l'industrie manufacturière comme la transformation agroalimentaire, l'industrie chimique, la fabrication de meubles et de bois, ainsi que le textile ou l'énergie avec le raffinage du pétrole comme la raffinerie Orlen Lietuva à Mazelkia. Enfin, le secteur tertiaire concerne 70% du PIB, notamment avec les transports et logistiques, dont les ports de Klaipėda qui constituent un hub régional pour l'ensemble des pays baltes et de l'Europe de l'Est, mais aussi le tourisme, les services financiers, les assurances, l'éthique, la Lituanie est parfois appelée la Silicon Valley balte, l'éducation et la santé. Concernant les grands groupes du pays, on peut notamment citer Ignitis Grupė, qui est le principal fournisseur d'énergie du pays. Girtika Logistique, l'un des plus grands transporteurs routiers d'Europe. Vilniaus Prebica, un groupe de distribution majoritaire opérant dans différents pays européens, avec des enseignes comme Maxima pour les supermarchés, Euroapotheca pour les pharmacies et Acropolis pour les centres commerciaux. Vinted, la fameuse plateforme de vente de vêtements d'occasion, fondée en 2008, elle est devenue la première licorne de Lituanie. Enfin, Linas Agro Group, active dans l'agriculture. Concernant la culture et la société, nous devons situer un certain nombre d'artistes, notamment Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, peintre et compositeur emblématique, son œuvre symboliste marie musique et art visuel. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de Lituanie. Antanas Moncis, sculpteur moderniste ayant vécu en France, et Lina Lapelytė, qui est une artiste contemporaine et compositrice. Vous avez des scientifiques lituaniens, notamment Maria Gimbutas, il s'agit d'un archéologue et anthropologue renommé, mais également Jonas Kubilius, un mathématicien spécialisé en théorie des nombres, ou Kazimieras Būga, qui est un linguiste et un philologue. Enfin, concernant les écrivains lituaniens, il faut citer Kristijonas Donelaitis, considéré comme le père de la littérature lituanienne. Son poème épique Les Saisons dépeint la vie des paysans au XVIIIe siècle. Balys Sruoga, qui est l'auteur de La Forêt des Dieux, un récit poignant sur l'enterrement dans un camp de concentration. Et Sigitas Parulski, qui est un romancier et un poète contemporain. Enfin, il faut noter Jurga Ivanauskaitė, qui est une écrivaine et militante. Concernant la gastronomie, il faut noter le cepelina qui est le plat national, qui sont de grosses boulettes de pommes de terre râpées, farcies de viande, de fromage blanc ou de champignons. Mais également le kugelis qui est un gratin de pommes de terre mélangé à des œufs, des oignons et du lard. Le kibinai qui est des chaussons en pâte levée et le vedarai qui est des saucisses de pommes de terre avec des boyaux de porc. Concernant les soupes traditionnelles, il faut citer le salti barsiai qui est une soupe froide, le barsiai qui est une version chaude du borsch et en accompagnement, il faut citer la kepta duona, tranche de pain et de seigle frites à l'ail, la signai qui est du lard fumé, parfois consommé cru, et le skilandis qui sont des saucissons traditionnels de porc fumé. En dessert, je vous propose le sakotis qui est un gâteau en forme d'arbre et le tiginis qui est un dessert sans cuisson à base de biscuits émiettés. Concernant le sport, la Lituanie a participé aux Jeux Olympiques entre 1924 et 1928 avant d'être annexée et a repris la compétition à partir de 1992. Elle enregistre à peu près une trentaine de médailles, dont 8 en or. Souvent en athlétisme, avec notamment des champions comme Virgilijus Alekna, double champion olympique du lancer de disque, Andrius Gudžius, champion du monde du lancer de disque en 2017, et Liveta Jasiūnaitė, spécialiste du lancer de javelot. Mais le sport le plus populaire, comme j'ai indiqué en introduction, c'est le basket. Troisième aux Jeux Olympiques 1992, 1996 et 2000. Troisième au championnat du monde en 2010 et champion d'Europe en 2003. Et nous devons mentionner l'équipe de Žalgiris Kaunas, 5 fois champion du RSS, 11 coupes de Lituanie et 23 fois champion de Lituanie, vainqueur de l'Euroleague en 1999. Enfin, avec des joueurs connus comme Arvydas Sabonis, considéré comme l'un des meilleurs pivots européens de l'histoire. Il a joué justement au Žalgiris Kaunas, le Real Madrid et les Portland. Il a remporté de nombreuses médailles avec l'URSS et la Lituanie. Mais également Šarūnas Marčiulionis, premier lituanien à jouer en NBA, et Jasikevičius, meneur emblématique qui a remporté l'Euroleague. Enfin, il faut nommer Diana Giliūtė, championne du monde sur route en 1999. Je terminerai mon exposé sur les défis de la Lituanie, à commencer par les défis géopolitiques. D'abord, comme vous le savez, la Lituanie est voisine de l'enclave de Kaliningrad.
ce qui crée effectivement des tensions. Et puis récemment, la Lituanie s'est déconnectée du système électrique de l'URSS pour renforcer sa sécurité énergétique. Des défis politiques, puisque comme on l'a mentionné, ce système parlementaire renforce l'instabilité gouvernementale. Et des défis également économiques, puisque comme on l'a vu, le pays perd énormément de population, ce qui entraîne une accélération du vieillissement de sa population et donc également des tensions concernant le système des retraites ou de santé. Et enfin, il faut mentionner les défis environnementaux. Même si des progrès notables ont été effectués récemment, il n'en demeure pas moins qu'il faut faire un certain nombre d'efforts, notamment dans le transport et dans l'agriculture. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.